Les iPhone Pro sont-ils parfaits? Parce que de génération en génération, les nouveautés marquantes se font quand même de plus en plus rares. Et l'iPhone 18 Pro ne devrait pas déroger à la règle, avec une évolution qui s'annonce pour le moins timide. Alors, les iPhones sont-ils réellement devenus irréprochables au point qu'il soit impossible pour Apple de faire mieux chaque année? Nous, on est persuadés du contraire. Dans cette vidéo, on fait le point sur ce à quoi devrait ressembler l'iPhone 18 Pro d'après les rumeurs, mais surtout, ce qu'il est grand temps de voir évoluer. Côté design, Apple devrait conserver l'arrière avec la plaque intégrant le module photo, ainsi que la fameuse plaque en verre juste en dessous. Bonne nouvelle, la finition devrait être retravaillée d'ailleurs de cette plaque pour adoucir le contraste bicolore, parfois pas très beau. Par contre, pour ce qui est des arêtes du bloc particulièrement sujettes aux rayures, pas de changement. Et ça, c'est un vrai problème, parce que les marques d'usure apparaissent vite, et sur un produit vendu plus qu'un SMIC, c'est franchement inacceptable. Un smartphone pro doit rester impeccable longtemps, pas seulement les 2 premières semaines où on est tout fier de le montrer à tout le monde. Caméra Control devrait abandonner les commandes capacitives tactiles au profit d'un bouton physique plus classique. Il faut dire que cette fonction a vivement été décriée à sa sortie et a raison, pour son manque de précision. Autre sujet sensible, l'ergonomie. Les rumeurs parle d'un iPhone 18 Pro encore plus épais et plus lourd, surtout à cause de la batterie et d'une chambre à vapeur un petit peu retravaillée. Bon, alors personnellement, le poids ne me dérange pas, au contraire, mais force est de constater que le marché évolue vers des appareils plus fins et léger. Les gammes pro ayant déjà ce côté un peu bricasse est-ce qu'Apple ne devrait pas plutôt bosser sur des produits un peu plus légers? De ce côté, il faut reconnaître que l'iPhone Air est absolument exceptionnel en main. Évidemment, cela imposerait un défi sur la batterie, à moins de moderniser la chimie des cellules. Mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Côté écran, Apple ne devrait pas encore basculer sur un Face ID entièrement sous l'écran. À la place, Dynamic Island réduirait sa largeur de 35%, passant de 20,7 mm à 13,5. Mais soyons clairs, pour obtenir un iPhone parfait, Dynamic Island devra disparaître. Si elle a constitué une pirouette logicielle absolument superbe pour masquer la découpe, on attend aujourd'hui un écran totalement immaculé. Bon, ici, il n'y a pas de suspense, l'iPhone 17 Pro, c'était déjà une bête de course, il en sera de même pour le 18 Pro. La puce A20 Pro serait gravée en 2 nanomètres par TSMC. Bon, dit comme ça, on pourrait se dire qu'on en a rien à foutre, mais en fait, ça veut dire qu'on réussit à caser encore plus de transistors dans la puce sur la même surface. Et donc, à taille égale, la puce fait plus de calculs pour moins d'énergie. Mais la vraie nouveauté serait technique et résiderait dans l'adoption du packaging WMCM. Qu'est-ce que ça veut dire? Habituellement, le processeur et la mémoire RAM sont 2 puces distinctes, elles sont posées côte à côte et les données doivent transiter entre elles par un chemin physique. La technologie WMCM, la RAM et le processeur sont en fait gravés directement sur le même module. Du coup, les transferts deviennent quasi instantanés et l'énergie perdue sous forme de chaleur pendant le trajet est nettement réduite. Pour Apple Intelligence, c'est crucial. Les modèles d'IA, ils ont besoin d'accéder très vite à la mémoire pour exécuter des tâches en local sans latence. Mais avec cette intégration, l'iPhone 18 Pro pourrait faire tourner plus de tâches IA en local avec moins de latence et surtout en consommant moins. Mais c'est pas bien uniquement pour l'IA. Les iPhone 16 Pro avaient quand même un sérieux problème de chauffe. Et si les iPhone 17 Pro réduisaient ce problème, ça restait quand même un défaut. Sur l'iPhone 17 Pro, en jeu, en charge rapide, en 4K, en GPS en plein été, le téléphone pouvait encore devenir brûlant. Vous le sentez dans la main, c'est très désagréable, et puis iOS finit par se protéger, en baissant la luminosité de l'écran, en réduisant la vitesse de charge, bref, totalement indigne d'un smartphone à ce prix-là. Donc cette techno pourrait quand même aider, surtout qu'en bonus, ça libère de la place qu'Apple devrait pouvoir utiliser pour sa chambre à vapeur et sa batterie. Et donc ça, plus une épaisseur un peu plus importante, laisse pressentir qu'Apple sait que la dissipation thermique est toujours un problème persistant. Alors il faudra voir, mais avec ces infos, on n'est pas super rassuré sur ce point de vue. Les 2 nanomètres, les performances de ouf, c'est super. Alors nous, on va faire des benchmarks, il y aura des gros chiffres, on sera les plus heureux du monde. Mais ce qu'on veut, c'est un iPhone qui ne brûle pas dans la main, qui maintient sa luminosité et qui arrive à recharger au maximum de ses capacités sans ralentir au milieu. Il semblerait qu'Apple va aussi augmenter légèrement la taille de la batterie. Cette augmentation devrait tout de même être relativement contenue. Je vous affiche toutes les valeurs à l'écran, vous le constatez vous-même. Mais ça, plus les promesses de la gravure en 2 nanomètres, on devrait avoir encore une meilleure autonomie.
En Europe, on devrait encore conserver le tiroir SIM qui ferait perdre un peu d'espace précieux par rapport aux versions 100% eSIM proposées ailleurs dans le monde. Alors si l'autonomie s'annonce très solide grâce à l'efficience du 2 nanomètres, on aurait espéré un gap technique dans la technologie de batterie employée. Apple va rester sur des anodes en graphite classique, c'est fiable, éprouvé, mais ça n'évolue plus. L'avenir des batteries, c'est sans doute le silicium carbone. De plus en plus de smartphones Android adoptent ce genre de batterie, et l'avantage c'est que cette techno, elle peut stocker beaucoup plus de lithium, ce qui permet une densité énergétique franchement meilleure dans le même volume. Et donc on peut mettre des batteries soit moins grosses et moins épaisses, soit pareilles, mais beaucoup plus efficientes. Honor, OnePlus, Redmi, Realme et désormais Samsung avec son Z Fold propose déjà des batteries de plus de 6000 voire 7000 mAh avec des designs ultra fins. Et une batterie silicium carbone, ça pourrait vouloir dire un iPhone 18 Pro également beaucoup plus fin. Autre avantage de ces batteries, elles se rechargent beaucoup plus vite. Et dites-vous d'ailleurs que pour l'instant, les batteries actuelles qui en sont équipées ne le sont pas à 100%, donc ça augure quand même du très bon pour le futur. Et d'ailleurs, on va faire une vidéo très bientôt sur cette technologie absolument fascinante. Alors pourquoi Apple ne s'y met pas sur ses iPhone 18 Pro? Et encore une fois, sans doute à cause de la gestion thermique. Le silicium, il génère quand même davantage de chaleur lors de la charge, et la dissipation actuelle des iPhones ne permettrait pas d'absorber ces contraintes sans risque. Mais pour nous, l'iPhone Pro parfait devra un jour dompter cette technologie avant d'être dépassé par la concurrence. Et puis en rab, ça voudrait dire qu'on conservera une charge filaire plafonnée autour de 40 watts, ce qui reste quand même toujours un peu trop lent. En vidéo, l'iPhone demeure la référence du marché pour les usages exigeants. Un point mérite toutefois d'être amélioré selon nous, c'est la vitesse de transfert des fichiers. Là, vous allez me dire, je comprends pas, ça va hyper vite pour moi. Alors oui, les débits USB-C conviennent sans doute à 98% des utilisateurs, mais l'export de dizaines de gigaoctets en 4K ProRes reste long et parfois sujet aux interruptions. Les rumeurs n'évoquent malheureusement pas de correction sur ce point, mais nous, on aimerait bien que ça évolue. Sur la photo, par contre, l'iPhone 18 Pro pourrait intégrer un objectif principal avec une ouverture variable. C'est une techno qu'on avait déjà vue chez Samsung en 2018 avec le Galaxy S9. Alors le but, c'est de pouvoir produire de meilleures images en basse luminosité et avoir un meilleur contrôle sur la profondeur de champ, puisque l'objectif peut s'ouvrir ou se refermer en fonction des conditions. Le téléobjectif aussi serait retravaillé avec une ouverture également un peu plus grande, donc plus de lumière et une plus petite profondeur de champ, ce qui permettrait de mieux détacher les sujets. On est quand même curieux du résultat, même si on ne se fait pas d'illusions, ce qui devrait primer, c'est surtout le traitement logiciel. Ces dernières années, il s'est parfois montré un peu trop agressif sur les iPhones, avec un piqué parfois un peu artificiel et un flou de portrait parfois imprécis quand même. Et c'est d'ailleurs un comble quand on sait que les iPhones ont longtemps été préférés par les photographes pour un traitement plus naturel. Et d'ailleurs, en parallèle, totalement décrié par une partie du public qui le trouvait trop terne. Alors nous, on voudrait bien qu'Apple retrouve la signature photographique plus naturelle qui faisait sa force. Abordons enfin le sujet logiciel aka The Elephant in the Room. Évidemment, il faut qu'on parle d'Apple Intelligence. Alors certes, l'Europe est privée d'une partie des fonctionnalités et franchement, il est impératif qu'Apple trouve un accord sur les exigences du DMA et de la réglementation européenne. Siri AI, annoncé à la WWDC, a réussi quand même à nous donner envie de l'utiliser. Enfin, donc forcément, une grande partie des fonctionnalités annoncées qui ne seront pas dispo chez nous, c'est un coup dur. Mais même en excluant les fonctions dont nous serons privés, il y a quand même encore des trucs frustrants et récurrents. Par exemple, des micro-déconnexions Wi-Fi 7 au déverrouillage, des coupures intempestives de CarPlay quand on l'utilise en sans fil, et surtout AirDrop quoi. C'est censé incarner la magie d'Apple, et pourtant AirDrop est paradoxalement devenu une fonction ultra irritante. L'utiliser, c'est des problèmes de détection entre appareils et surtout des échecs de transfert sur les gros fichiers, notamment vidéo. Mais il y a de l'espoir, les iPhone 18 Pro pourraient intégrer un nouveau modem maison, le C2. Avec ce nouveau modem, on aurait une compatibilité avec la 5G millimétrique et donc l'espoir d'une meilleure efficacité énergétique et de gestion de réseau quand c'est saturé de monde, par exemple dans le métro, dans un concert ou dans un festival. Truc également très cool, le modem C2 pourrait être compatible avec la 5G par satellite. Et ça, c'est un grand oui parce que c'est peut-être la techno du futur. Alors bon, pour l'instant ce sera sans doute trop cher, très peu déployé et avec un débit pas ouf, mais ce serait une bonne nouvelle sur la direction et la vision d'Apple pour ses smartphones dans le futur. Pas sûr de me faire des amis là-dessus, mais le gestionnaire de fichiers nous donne trop peu de liberté. Et surtout, pourquoi j'ai pas le droit de faire du multifenêtre? Par exemple, je suis en train de retoucher le script de cette vidéo, je voudrais avoir une source en même temps sous les yeux pour pas raconter totalement n'importe quoi, je peux pas. Pourquoi ?
Et enfin, vraie frustration sincère, pourquoi Apple délaisse autant son application raccourcie? Je veux dire, c'est probablement l'application la plus cool et la plus puissante de tout iOS, et pourtant, c'est infâme à prendre en main. Austère, complexe, pleine de détails techniques, donc bon, si vous n'êtes pas motivé, autant vous dire que vous irez jamais. Pour vous dire, si j'ai envie de faire quelque chose avec l'appli, c'est plus efficace de demander à ChatGPT ou Gemini un tuto pour créer le raccourci que j'ai envie. Pour nous, Apple doit obligatoirement intégrer un assistant IA permettant de gérer ses automatisations à partir de requêtes formulées en langage naturel. Alors cet iPhone 18 Pro, est-ce qu'il peut devenir le smartphone parfait? Sur le papier, il coche beaucoup de cases, ce serait quand même assez malhonnête de ne pas le reconnaître, mais Apple devrait continuer à compenser certaines lacunes matérielles et ergonomiques par la seule puissance de ses puces. Reste aussi l'inconnu du tarif. Apple va-t-il répercuter ces évolutions sur ses prix alors qu'à côté il y a un modèle pliant qui est prévu et qu'il y a un iPhone 18 classique qui devrait être repoussé dans plusieurs mois? Tout ça on le saura lors de la keynote de rentrée qui devrait arriver aux alentours du 8-9 septembre. Et puis vous, dites-nous ce qui manque. Et puis, dites-nous Scooby. Et puis vous, dites-nous, selon vous, ce qui manque aux iPhones pour devenir les smartphones parfaits. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne de Clubic. On fait des vidéos toutes les semaines. À très vite.